Je ne suis qu'un simple bûcheron ordinaire. Mais cette forêt n'est pas ordinaire. Il y a des espèces d'arbres que je n'ai jamais vues. Et des bêtes qui vénèrent les arbres. Sans oublier des vœux qui ne se réalisent qu'à la mort. J'ai survécu grâce à un fusil de chasse. Mais au moment où je suis sorti des montagnes, tout le monde s'est enfui comme s'il avait vu un fantôme. Juste à cause de l'aura de mépris qui émanait de moi. Et les bêtes que j'avais tuées n'étaient pas ordinaires. C'étaient des créatures redoutables. Et après leur mort, elles sont devenues une partie de moi. Et aujourd'hui, c'est mon premier jour au travail. Eh bien, t'es sûr que t'as pas été frappé par un âne? Tu viens bosser ici, dans ce trou paumé, en tant que bûcheron? Un camion roule dans les profondeurs de la forêt. Devant, c'est une forêt primitive à perte de vue. Oltang a un bras appuyé sur la fenêtre. Il tient une cigarette entre ses doigts. De l'autre main, il tient le volant. Ses yeux sont rivés sur la route. La route est pleine de trous et de bosses. C'est le chauffeur attitré de la grande compagnie forestière. Il est chargé de transporter le bois des profondeurs de la forêt. Tout ça pour l'argent, 30 000 par mois. Même si je devais couper des arbres au sommet de l'Everest, je le ferais. J'ai répondu. L'argent avant la vie, après tout. On veut de l'argent, pas la vie, Oltang a souri. Tu sais pourquoi je suis allé dans la montagne cette fois? Ce n'est pas pour transporter du bois? J'ai regardé dans sa direction. C'est juste une des raisons. Oltang a fait un geste avec son mégot. Le dernier bûcheron. Cela fait un mois qu'on n'a pas eu de nouvelles. La société soupçonne qu'il est déjà mort. Une autre raison pour laquelle je suis venu. C'est pour ramener son corps. Tu en es si sûr? J'ai demandé, perplexe. Oltang a laissé échapper un rire froid. C'est une expérience que j'ai tirée. Dans cette forêt, une dizaine de bûcherons sont déjà morts. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles dans le mois. En gros, ils sont tous morts. J'ai froncé les sourcils. En venant ici. Le patron Lee ne lui a pas parlé de tout ça. Quelle est la situation? Il a demandé d'un ton froid. Cette forêt n'est pas ordinaire, il y a des esprits. Rien qu'en la voyant de loin, j'ai peur. Oltang a souri avec un brin de malice. Il aime bien faire peur aux nouveaux. Mais ce qu'il dit n'est pas faux. Cette forêt est effectivement un peu effrayante. La première fois qu'il y est allé. J'ai déjà une sueur froide dans le dos. Une fois qu'on est là, il n'y a pas de retour en arrière. Lao Tang te rappelle que tu as déjà signé le contrat. La pénalité pour rupture de contrat est de 10 millions, non? Oui, j'ai hoché la tête. Je regarde à nouveau par la fenêtre. Lao Tang a esquissé un sourire. Bien que la pénalité de l'entreprise ne soit pas conforme à la loi. Tu n'y peux rien. Ils ont plein de moyens. Pour s'en prendre à nous, les petites gens. Je ne disais rien. J'ai lentement expiré. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de choix. C'était de toute façon pour gagner de l'argent pour les frais de scolarité et de vie de mes deux petites sœurs. Sans ce boulot, mes deux sœurs devraient manger des patates. Au mieux, je me console en me disant que c'est un peu sinistre. Lao Tang a souri sans dire un mot de plus. Il a écrasé une cigarette et a appuyé un peu plus sur l'accélérateur. Le temps passe vite. Le soleil est monté de l'est jusqu'au zénith. Le camion a enfin ralenti. Un peu plus loin se tenait une cabane en bois. Devant la maison, il y avait des morceaux de bois coupés en petits morceaux. Et un chariot élévateur moderne. On est arrivé. Lao Tang a garé le camion sur le terrain devant la cabane. J'ai ouvert la porte de la voiture et je suis sauté dehors. Je suis aussi descendu. Je me suis étiré. Après 2 jours dans le camion, nous sommes enfin arrivés. Je dois dire que cet endroit est vraiment isolé. Je ne comprends pas pourquoi on coupe des arbres si loin. Mais l'environnement ici est vraiment agréable. Entouré de montagnes de 3 côtés. Seule la route d'entrée est relativement plate. La plupart des arbres autour sont des pins magnifiques. Ils sont tous grands et majestueux. On dirait qu'ils ont tous au moins 100 ans. Viens, suis-moi, entrons dans la cabane en bois pour voir. Le vieux Tang a sorti 2 fusils de chasse de la voiture. Il m'en a lancé un. Dans ce genre d'endroit, il faut toujours avoir une arme sur soi. Pour éviter de croiser des bêtes sauvages. Nous marchons vers la cabane, l'un derrière l'autre. Avant même d'entrer, j'ai senti une odeur nauséabonde. Putain, ça pue vraiment. Le vieux Tang se couvre le nez. D'un coup de pied, il a défoncé la porte. Nous avons regardé à l'intérieur. Nous avons vu une silhouette à genoux, la tête baissée. Sa tête touchait le sol. Ses mains étaient aussi posées sur le sol. Sous lui, une traînée de sang déjà desséché s'étendait jusqu'à la porte. Les veines desséchées s'étendaient jusqu'à la porte. On dirait qu'il est mort depuis un bon moment. Il s'est effondré en direction d'une table carrée dans le coin. Dessus, il y avait un morceau de bois noir. Dans le bol devant, il y avait encore un morceau de boîte. Ça ressemblait un peu à la prosternation bouddhiste. Je fronce les sourcils et dis, tu sais encore ça. Lao Tang a été un instant surpris par ce que j'ai dit. Lao Tang a souri, sans mots. Il est entré en tenant son arme. Il a donné un coup de feu à cet homme. La seconde d'après, cet homme était complètement affalé au sol. Comme une flaque de pâte à modeler humide. Je fronce les sourcils et le suis. Même si je n'ai pas très peur. L'odeur est vraiment forte. Comme la précédente. Ici, il y a vraiment des fantômes. Le précédent est mort de la même manière,
Le suivant, ça doit être pareil. En disant cela, Lao Tang m'a souri. On ne frappe pas ceux qui sourient. Allez, allons chercher le service des marchés pour le ramener. Lao Tang s'est retourné et est parti. Je l'ai suivi. Cet endroit a vraiment un air un peu sinistre. J'ai déjà des frissons sur tout le corps. Les deux ont pris le service des marchés et ont enveloppé l'homme. En le retournant, j'ai enfin vu une grande plaie sur son cou. On dirait qu'il a été tué par une bête avec de mauvaises dents. Déchiré. À ce moment-là, il ne devait pas encore être mort. Il a lutté tout le long jusqu'à cette cabane en bois. Puis il a frappé la tête contre ce morceau de bois. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne pas avoir demandé de l'aide à l'entreprise tout de suite? Mais plutôt à ce morceau de bois. Il pensait que ce morceau de bois avait plus de chances de s'en occuper. Qu'est-ce que c'est que ce morceau de bois? Avec un cœur plein de doutes. Moi et Lao Tang avons déplacé l'homme dans le coin de la benne du camion. Nous avons chargé ce bois dans le camion. Lao Tang m'a dit d'aller fumer un cigarette à côté. Une panique insidieuse. Lao Tang s'est accroupi devant le camion. Allumant une cigarette, il s'est assis tranquillement. Sur le banc en herbe. Pendant ce temps, je suis allé conduire le chariot élévateur pour charger tout le bois dans le camion. Ce bois n'est pas le célèbre pin que l'on trouve ici, mais un type de bois à écorce noire et cœur jaune. Différent de celui utilisé pour le culte à l'intérieur de la maison. Celui-là a une écorce noire et un cœur noir. De quel arbre s'agit-il? Une fois le chargement terminé, j'ai demandé à Lao Tang. C'est du poirier noir. Lao Tang a écrasé le mégot. S'est levé et a pointé vers les profondeurs de la montagne. Là-bas, il y a ce genre d'arbre. L'entreprise ne veut que ça. Tant qu'on en coupe 10 par mois, c'est considéré comme un bon résultat. J'ai hoché la tête. C'est encore assez simple. Lao Tang a laissé échapper un rire froid. Je ne veux pas envenimer les choses. Il est monté dans la voiture et est parti comme un éclair. Prends soin de toi tout seul. Contacte la société en cas de danger. Les gens de la société viendront récupérer ton corps dans un mois. Le bruit du moteur du camion s'éloigne progressivement. Je crois que je comprends le précédent bûcheron. Pourquoi il a fait ce choix au moment de mourir dans la glace? Quand la société arrivera, je serai déjà en décomposition. Mais ce bout de bois est aussi assez absurde. Dans les profondeurs de la montagne. Deux hommes en robe noire avec des couteaux, l'un debout, l'autre couché. Ils regardent tous les deux le document secret devant eux. Celui qui est debout s'appelle Meng Tian. Son aura semble prête à dévorer les gens, l'autre s'appelle Si Shui. Il est couvert de sang. Un trou de balle, gelé, se trouve à sa taille. Le chef, Datuo, a tendu la main. Je n'ai pas pu empêcher Si Shui de se tenir la taille, le ventre ensanglanté. Il haletait bruyamment. Meng Tian a hoché la tête. Ses 5 doigts serrant le couteau. Les articulations de ses doigts étaient déjà bleues. Un gros morceau de viande de ma patrie, la Chine, a été massacré. Les veilleurs de nuit finiront par lui faire payer cette vengeance. Pour l'instant, je vais te ramener. Maintenant, je vais d'abord te ramener. Meng Tian a mis le couteau à sa ceinture. Il a pris l'eau comme un enfant. Les deux se sont dirigés vers la lisière de la forêt. Il y a même un réfrigérateur dans la cabane. J'ai ouvert le réfrigérateur dans le salon. Il y avait encore quelques aliments à l'intérieur. De la viande, des œufs et du lait, de quoi tenir un mois. J'ai fait le tour des environs de la cabane. J'ai pris connaissance de la vie ici. Les équipements de la cabane sont plutôt complets. Il y a des casseroles et un réfrigérateur. Il y a même un puits dans le jardin. À l'arrière de la cabane, il y a un entrepôt avec quelques équipements de coupe. Mais ce ne sont que quelques scies électriques ordinaires. Et quelques scies dont la chaîne est cassée. Il y a aussi quelques bidons d'essence peu utilisés. Sur le toit de la cabane, il y a un panneau solaire. Qui empêche la vie ici de sombrer dans la préhistoire. Pas mal, je me suis dit. Vu les conditions ici. Ce n'est pas aussi difficile qu'il le pensait. En fait, c'est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est la solitude. Être seul dans cette forêt profonde. Il n'y a même personne avec qui parler. Mais en pensant à un salaire de 30 000 par mois, je pense que cette solitude est tout à fait supportable. J'ai fermé la porte de la cabane. Il est entré dans la montagne avec son fusil de chasse. Il prévoit d'aller d'abord jeter un œil à la colline des Poiriers Noirs. Et au passage, nettoyer un peu les bêtes sauvages aux alentours. Le dernier bûcheron a dû être tué par une sorte de bête sauvage. En général, ils ont des fusils de chasse. Ils n'ont donc pas peur de ces animaux. Sa mort est probablement due à une embuscade. Donc, je prévois d'abord de repérer les bêtes cachées dans l'ombre. Mieux vaut les éliminer directement. Pour ne pas finir comme lui. Je longe un petit chemin à côté du chalet. Je marche vers la montagne avec mon fusil à la main. Dans la forêt, on entend partout les bruits des animaux. Les chants des oiseaux et le bourdonnement des cigales ne cessent jamais. En chemin, je peux parfois apercevoir quelques petits animaux. Écureuils, lapins, faisans, singes. Mais aucun d'eux n'est capable de me faire du mal. Je ne les chasse donc pas. Je continue d'avancer. Je m'arrête. Je serre un peu plus mon fusil. Sur le bord du petit chemin devant moi, il y a quelques jeunes arbres brisés. Les coupures des arbres sont encore très fraîches.
Il y a encore des feuilles vertes qui en sortent. Une telle force d'impact ne peut pas provenir d'un petit animal. Je serre mon fusil. Je déverrouille la sécurité. Je suis les traces et avance. La direction dans laquelle le jeune arbre a été brisé s'étend tout au long jusqu'au fond de la forêt. Sur le chemin, il y a aussi quelques buissons piétinés. Et de l'écorce éparpillée. Il y a des empreintes très profondes au sol. Vu la taille, c'est sûrement un gros morceau. Ce ne serait pas un ours, quand même? Je me dis dans ma tête. Mais d'après la forme des empreintes, ça ne doit pas être un ours. Les empreintes d'ours dans les ours sont là ne ressemblent pas à ça. Je n'ai pas marché longtemps. J'ai entendu un bruit. Ce n'était pas un rugissement, mais un souffle lourd. Et le bruit des arbres frappés qui craquent. Je fais attention à mes pas. Je me cache derrière un grand arbre. Je regarde prudemment en avançant ma tête. C'était un élan. Sa taille est presque incroyable. Il mesure plus de 3 mètres au garrot. Sa longueur dépasse même les 6 mètres. Dans l'ensemble, il ressemble à un petit camion. Cet énorme élan lutte désespérément. Ses pattes sont coincées entre deux poiriers noirs. Les deux arbres tremblent sous le choc. Une grande partie de l'écorce a été frottée, révélant le bois jaune à l'intérieur. Les yeux de l'élan sont injectés de sang. Le blanc de ses yeux est presque invisible. Il ne reste que des vaisseaux sanguins rouges et des globes oculaires congestionnés. Il crachait de la mousse blanche. 4 pattes robustes ont creusé de profonds trous dans le sol. La terre autour a été retournée. On dirait qu'il a lutté longtemps. Son pelage était trempé de sueur. Une forte odeur animale flottait dans l'air. Je retiens ma respiration devant l'élan piégé. Je me colle fermement derrière un arbre. Ce n'est pas la bonne taille, non, je me dis en moi-même. Je me souviens que les élans ne sont pas si grands. Hésitant un moment, je choisis de partir. En général, les élans ne sont pas agressifs. Mais celui-ci est différent. Il est dans un état de stress. S'il s'échappe, il pourrait très bien attaquer. Avec une telle taille. Un coup et je serai directement chez le roi des enfers. Et je ne suis pas sûr que mon fusil de chasse puisse percer son derrière. Donc, partir est le meilleur choix. S'il meurt entre ces deux arbres, je pourrais même goûter son estomac. Échapper à cela ne me dérangerait pas non plus. Je recule, essayant de ne pas faire de bruit. Je sors de la forêt et continue vers les montagnes profondes. Cet endroit commence à montrer des signes de verdure noire de temps en temps. Mais le nombre reste encore trop faible. Je coupe moi-même des arbres. La forêt de travail devrait être un peu plus à l'intérieur. Cependant, juste après mon départ, l'élan a soudainement cessé de lutter. Il s'est débattu pour tourner la tête. Ses yeux injectés de sang fixaient intensément la direction dans laquelle je partais. De l'autre côté, après avoir marché encore 10 minutes, j'ai enfin atteint la forêt de fleurs noires. L'écorce est noire. Les feuilles sont d'un rouge éclatant, comme les feuilles d'érable en automne. La lumière du soleil filtre à travers la canopée. Je me baisse pour ramasser une feuille rouge tombée. J'observe attentivement. Les nervures de la feuille sont très claires. Elle est un peu fragile au toucher. Avec un peu de force, elle se brise en plusieurs morceaux. Après que la feuille se soit brisée, je sens un léger parfum de poire mûre. La fleur noire de poire est vraiment appropriée. Je jette les morceaux de feuilles. Je me tape les mains. Je serre mon fusil et m'enfonce plus profondément dans la forêt. Je dois bien explorer cette forêt. Après tout le travail du mois prochain devra se faire ici. La lumière dans la forêt est beaucoup plus sombre qu'à l'extérieur. Ces feuilles rouges, bien qu'elles soient belles, cachent aussi la plupart du soleil. Le sol est recouvert d'une épaisse couche de feuilles mortes, qui crissent sous mes pas. J'ai fait un tour dans la forêt, sans apercevoir le moindre animal sauvage. Étrangement, en théorie, une forêt aussi grande devrait avoir au moins quelques animaux sauvages. Mais je n'ai même pas trouvé de traces ou de crottes. Pas un seul nid d'oiseau dans les arbres. On dirait que le dernier bûcheron a peut-être croisé des bêtes ailleurs. Cette forêt semble pour l'instant sécurisée. J'ai marqué quelques arbres de poirier noir avec mon couteau, prêt à commencer demain. Après tout, il suffit de couper 10 arbres par mois. Ce n'est pas difficile du tout. On peut même dire que c'est facile. Une fois les marques faites, je me prépare à rentrer. Il fait encore jour, mais je veux rentrer au chalet pour préparer le dîner et me familiariser avec le matériel de bûcheron. En passant, je peux vérifier si l'élan est toujours là. En revenant à l'endroit où l'élan était piégé, il y est toujours coincé. Mais il ne lutte plus. Sa tête collée à l'arbre, il bavait de la mousse blanche. Il est clairement proche de la mort. De cet angle, je viens à peine de remarquer la profonde blessure au cou du gyroscope. On dirait qu'elle a été taillée au couteau. Mais le saignement s'est arrêté. Pourtant, il n'y a pas de couteau dans cette forêt primitive. Peut-être que c'est une pierre tranchante qui l'a fait. Puis, une bête a commencé à courir comme une folle, se coinçant dans le poirier noir. Juste au moment où je m'apprêtais à partir, l'élan s'est soudainement tourné vers lui. Bien que ses yeux soient d'un rouge sang, je pense que je peux comprendre ce qu'il veut dire. Il appelle à l'aide pour lui-même. Mais je ne veux pas prendre de risques. Je veux juste gagner de l'argent pour ma sœur. De toute façon, un animal comme ça, s'il meurt, tant pis. Je pourrais même goûter à la viande d'élan.
La survie des animaux sauvages, ça ne me regarde pas. Si je ne tire pas 2 balles pour manger un peu de viande, c'est juste de la bonté excessive. Je me suis retourné pour partir, laissant l'élan se débattre à nouveau avec frénésie. Quand je suis rentré à la cabane, le soleil avait déjà commencé à sucer le sang. Une lueur orange-rouge est apparue à l'horizon. L'odeur humide et nauséabonde dans la maison n'était pas encore dissipée. L'odeur humide et nauséabonde dans la pièce n'est pas encore dissipée. J'ai ouvert toutes les fenêtres pour aérer. Puis je suis allé chercher un seau d'eau au puits. J'ai soigneusement essuyé les traces de sang restantes sur le sol. Après avoir terminé tout ça, le ciel a commencé à s'assombrir. La nuit dans la forêt arrive très vite. Dès que le soleil se couche, tout autour devient rapidement sombre. Heureusement, il y a des lampes dans la cabane. J'ai allumé la lumière. La pièce s'est instantanément éclairée. Il a sorti de la nourriture du réfrigérateur. Il a préparé un dîner simple. Pendant le repas, mon regard s'est involontairement posé sur cette table carrée dans le coin. J'ai avalé ma bouchée de riz, posé mes couverts, et je me suis approché de cette table. J'ai pris ce morceau de bois noir d'environ 1 pied de long. Il était entièrement noir, comme s'il avait été peint avec de la peinture noire. Mais en y regardant de plus près, on peut voir que ce noir provient de l'intérieur du bois. Ce n'est pas une couche de surface. Mieux vaut compter sur soi-même que sur les dieux. J'ai remis le bois à sa place. Puis je me suis retourné pour retourner à la table et continuer à manger. Après le repas, j'ai fait un peu de rangement. J'ai vérifié les portes, les fenêtres et le fusil de chasse. Je ne me suis allongé sur le lit qu'après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de problème. Le lit est plutôt propre. Les draps sont un nouvel ensemble qu'il a pris dans l'armoire. Ils doivent avoir été livrés régulièrement par l'entreprise. Le fusil de chasse est posé près de l'oreiller, à portée de main. La forêt primitive n'est pas silencieuse la nuit. Dehors, on entend les cris des bêtes sauvages, comme des hurlements de fantômes. Peu à peu, ma respiration devient régulière. Ma conscience commence à s'estomper. Cependant, juste au moment où il s'apprête à s'endormir, le lit tremble légèrement. Un léger mouvement, comme si quelqu'un avait frappé du pied au loin. J'ouvre les yeux et fixe le plafond. Je pense que c'est une illusion. Mais ensuite, il y a à nouveau une légère secousse. Mon sommeil disparaît instantanément. Je deviens tout de suite alerte. Je fronce les sourcils. Je me retourne et colle mon oreille au lit. Des pas lourds résonnent au loin, comme si une créature massive s'approchait. Et le son devient de plus en plus clair. Ce n'est pas un sanglier ou un loup. L'intensité de ces vibrations indique qu'il s'agit d'un animal beaucoup plus grand. Et puis, ce bruit se rapproche progressivement de la cabane en bois. Je me redresse brusquement. J'ai saisi le fusil de chasse à mes côtés. La sensation du métal me rassurait un peu. J'ai rapidement vérifié la chambre. 6 balles bien chargées. Le bruit des pas se rapprochait de plus en plus. J'entends déjà les pas à l'extérieur. Cette chose se dirige droit vers la cabane. Puis elle s'est arrêtée devant la fenêtre. L'extérieur est devenu silencieux. Je retiens ma respiration, serrant le fusil. Mes yeux fixent la fenêtre de la cabane. La lumière de la lune s'infiltre par la fenêtre. Elle projette une tache argentée sur le sol. Parmi ceux-là, la partie inférieure est cachée par une énorme ombre. Cette ombre a des cornes sur la tête. L'ombre est désordonnée, comme des mains de démons qui s'étendent. Mes paumes commencent à transpirer. Je me souviens de l'élan coincé au sommet de l'arbre pendant la journée. Je me rappelle de ses yeux injectés de sang. Je me rappelle de sa lutte désespérée quand je suis parti. Non, ça ne peut pas être lui. Impossible. À cet instant, le verre de la fenêtre a éclaté avec fracas. Une énorme tête a forcé son passage à travers la fenêtre. Des éclats de verre volaient partout. Quelques morceaux ont frôlé ma joue. Quelques branches ont gratté ma joue. Une légère douleur persistante. Cette scie pleine de terre et de sang semblait presque vouloir détruire tout le cadre de la fenêtre. Le cadre de la fenêtre émettait un grincement sous le poids. C'était l'élan de la journée. Il avait réussi à se libérer. Sa tête massive occupait presque toute la fenêtre. Ses yeux rouges fixaient intensément le lit où j'étais. Sa bouche grande ouverte, révélant ses dents et sa langue à l'intérieur. De la mousse blanche mélangée à du sang tombait en gouttes sur le lit, produisant un bruit de gouttes. Une odeur forte de sang m'envahissait. Putain. Sans réfléchir, j'ai levé mon fusil et tiré. Le coup de feu a résonné dans la cabane. Mes oreilles bourdonnaient à cause du bruit. La balle a frappé avec précision le visage de l'élan. Sa joue gauche a explosé en un trou sanglant. L'élan a poussé un cri déchirant. Sa tête se balançait frénétiquement. Ses grandes cornes heurtaient le cadre de la fenêtre, produisant un bruit assourdissant. Il essayait désespérément de faire passer sa tête à l'intérieur, puis de me transpercer avec ses pattes acérées. Le cadre en bois craquait sous la pression. Des éclats de bois volaient partout. La fenêtre était sur le point de céder. Sa tête était déjà posée sur le rebord de la fenêtre. Mon corps se poussait désespérément à l'intérieur. Heureusement, cette paire de cornes était coincée dans le cadre de la fenêtre. Cela devenait le plus grand obstacle à son avancée. J'ai tiré le verrou de mon arme. Je lève la main et tire à nouveau. Bang, cette fois-ci, j'ai touché près de l'œil droit de l'élan.
Du sang mélangé à un liquide indéfinissable gicle. Le cri de l'élan devient encore plus aigu. Toute la cabane en bois tremble. Les outils accrochés au mur tombent en désordre. Je fais un pas en arrière. Je tire à nouveau. Bang, une autre balle frappe le nez de l'élan. Le visage de l'élan est déjà un véritable carnage. Mais ses yeux rouges restent fixés sur moi. Plein de ressentiment. Il réalise enfin qu'il ne peut plus entrer. Ou plutôt, il comprend que s'il continue ainsi, il va perdre trop de sang et mourir. L'élan pousse un dernier cri de désespoir. Il retire brusquement sa tête. Au moment où ses grandes cornes se détachent du cadre de la fenêtre, toute la fenêtre s'effondre complètement. Le bois et les briques tombent en désordre. L'élan me pousse un cri. Puis il se retourne et s'enfuit dans l'obscurité. J'en profite pour me précipiter vers la fenêtre et tirer plusieurs balles dans son dos alors qu'il s'enfuit. Les coups de feu résonnent dans le ciel nocturne. L'écho résonne dans la forêt. Mais l'élan court toujours. Bien qu'il se montre. Bien qu'il soit couvert de blessures. Il continue de courir désespérément dans la forêt. Jusqu'à ce que je ne puisse plus voir son ombre. Je n'entends plus que ses pas qui s'éloignent. Je lâche enfin mon arme. Essoufflé. Mon corps est trempé de sueur froide. Merde, on avait dit qu'après la fondation du pays, les esprits ne devaient plus exister. J'essuie la sueur de mon front. Plus j'y pense, plus j'ai peur. S'il ne l'a pas sauvé pendant la journée, il viendra se venger la nuit. Cet élan a vraiment un QI trop élevé. Si ses pattes n'avaient pas été coincées dans le cadre de la fenêtre, je serais probablement déjà mort dans mon lit. Non, je ne peux pas rester là à attendre ma fin. Cet animal garde rancune. Il viendra sûrement me chercher des ennuis à l'avenir. J'ai tiré au moins 7 ou 8 balles tout à l'heure. Cet animal est couvert de blessures. Il a sûrement perdu beaucoup de sang. Je ne peux pas attendre, je prends une grande inspiration. J'ai pris ma décision. Je dois profiter du fait que cet élan est blessé. Profiter de sa perte de sang et de sa baisse de puissance. Pour l'attaquer et le tuer définitivement. Sinon, je vais vivre dans la peur chaque nuit. Qui sait, un jour je pourrai m'endormir et il me surprendra et me tuera. Plutôt que de défendre passivement. Autant attaquer activement. Je me suis approché de la table. Et j'ai ouvert le tiroir. Pour sortir toutes les réserves. Mais je dois remplir mes poches. Puis je me suis retourné et j'ai poussé la porte de la cabane. La lune était accrochée dans le ciel. Grande et ronde. Comme un énorme œil qui scrutait la terre. La lune brillait. Éclairant presque toute la forêt. Cela m'évitait d'avoir à utiliser une lampe. La lumière trahirait ma position. Dans ce cas, cela me rendrait encore plus passif. Les rugissements autour de moi se succédaient. Mais je ne pouvais pas me soucier d'autre chose maintenant. Je devais trouver cet élan. Ce soir, je devais en finir avec lui. Soit lui, soit moi. Il n'y a pas de troisième choix. Après avoir marché pendant une dizaine de minutes, je me suis arrêté. J'ai entendu le bruit de l'élan. Une respiration lourde. Je retins ma respiration. Avançant sur la pointe des pieds, je traversai un buisson pour regarder devant. Sur un terrain dégagé pas très loin devant. Pas très loin devant, sur un terrain dégagé. Ce gigantesque élan est à genoux sous un poirier noir. Sa tête est collée au sol. Ses pattes avant sont à terre. Ses pattes arrière sont à genoux. C'est exactement la position de soumission. Identique à celle du dernier bûcheron avant sa mort. Je me cache derrière l'arbre. Une froideur m'envahit. Comment cet animal peut-il être comme un humain? La lumière de la lune éclaire l'élan. On peut voir clairement ses blessures innombrables. 2 trous de sang sur son visage. Une énorme déchirure sur son cou. Des impacts de balles partout sur son dos et ses pattes. Le sang coule le long de son corps, formant une grande flaque au sol, qui brille d'un noir rougeâtre sous la lune. Dans l'obscurité, je me dis qu'il a perdu tant de sang. Il aurait dû être mort depuis longtemps. Mais il est encore en vie. Il respire encore. Il reste là, à genoux, immobile, face à ce poirier noir. Je prends une profonde inspiration. Je me force à me calmer. Puis je lève lentement mon arme. Et je me penche hors de derrière l'arbre. Je me penche derrière un arbre. Il a visé la tête de l'élan. Son doigt était sur la gâchette. Le coup de feu a résonné dans la forêt silencieuse. Les oiseaux autour ont été effrayés et se sont envolés. Ils ont battu des ailes vers le ciel nocturne. La balle a atteint avec précision le crâne de l'élan. Elle a fait éclater un trou sanglant dans son crâne. Le corps de l'élan a tremblé violemment. Il a soudainement levé la tête. La blessure sur son cou a été complètement déchirée. Le sang a jailli. Ses yeux rouges vifs ont immédiatement verrouillé ma position cachée. Même avec un trou sanglant dans la tête. Il n'était toujours pas mort. Au contraire, il s'est redressé en titubant. Je regardais cette scène, la peau de ma tête s'est mise à picoter. Cet animal a une sacrée résistance à la vie. L'élan a baissé la tête. Avec ses pattes déchiquetées et ensanglantées. Il s'est dirigé vers moi. Ses pattes arrière couraient sur le sol, éclaboussant de la terre. La seconde suivante, l'élan a foncé dans ma direction. Sa vitesse était encore plus rapide que je ne l'imaginais. Même avec des blessures partout, même avec le sang qui coulait à flot, il a quand même explosé avec une vitesse incroyable. La terre tremblait. Les petits arbres sur le chemin sont brisés sous son passage, émettant un bruit de craquement.
Mon adrénaline monte en flèche. Je prends une grande inspiration. Je lève mon fusil et vise rapidement. Boum, une balle touche la tête de l'élan. Le corps de l'élan vacille. Mais il ne s'arrête pas. Clic, je tire à nouveau. Boum, une autre balle frappe sa tête. Et il ne s'arrête toujours pas. La distance se réduit à 10 mètres. Je peux voir le drapeau blanc qui sort de ses narines. Clic, je tire encore. Boum, ça touche encore sa tête. L'élan a un léger mouvement. Mais il continue à avancer sur 5 mètres. Les pointes des pattes de l'élan frôlent presque moi. Clic, boum, cette balle touche encore sa tête. Enfin, le corps de l'élan s'arrête brusquement. Son élan se fige soudain. Ses pattes avant perdent soudain leur force. Son énorme corps commence à perdre le contrôle. Il vacille. Il a essayé de me poignarder avec ses dernières forces. Mais finalement, il est tombé. Son énorme corps a glissé sous l'inertie. Il a glissé de plus d'1 mètre en avant. Finalement, il s'est effondré devant moi. Le sang chaud a éclaboussé mon visage. Une odeur nauséabonde et visqueuse. Et cette paire de cornes s'arrête à moins d'1 mètre de mes mollets. Si ça avance un peu plus, ma jambe serait piquée. Petit mal, petit désastre. Grand mal. Une grande catastrophe, 4 mots me traversent l'esprit. Mais à ce moment-là, je m'en fiche complètement. Je ne prends ça que pour une hallucination. Après un bon moment, il finit par réagir. Ses jambes fléchissent. Il s'effondre directement au sol. Je respire bruyamment, haletant. J'ai l'impression que mes poumons vont exploser. Mon cœur bat si vite qu'il pourrait sortir de ma poitrine. Le bruit de boum 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 résonne à mes oreilles. En regardant le corps de l'élan devant moi, mes mains tremblent encore légèrement. Qui aurait cru qu'un élan garderait rancune? Et j'ai failli suivre le même chemin que l'ancien collègue. J'ai vraiment eu peur. Les animaux ici sont devenus des esprits. Surtout sous la lumière de la lune. La scène où l'élan se prosterne devant la fleur noire. En y repensant, mes mollets se mettent à trembler. Il avait vraiment envie de retourner contacter l'entreprise pour démissionner. Mais en pensant à cette pénalité de 10 millions, je me sens complètement impuissant. Bien, je frappe le sol de mon poing. J'ai jeté un coup d'œil au corps de l'élan. Puis j'ai tourné les talons avec mon fusil. En revenant à la cabane, il faisait encore noir. J'ai posé le fusil sur la table. Je me sentais complètement épuisé. J'ai fouillé dans le placard pour trouver le téléphone satellite. J'ai composé le numéro de Monsieur Lee. Le téléphone a sonné longtemps avant d'être décroché. La voix de Monsieur Lee, encore groggy, est arrivée de l'autre côté. Allô, qui est là? À cette heure-là. Monsieur Lee, c'est Lin Chia, Xiaolin. La voix de Monsieur Lee s'est un peu éclaircie. Qu'est-ce qui se passe à cette heure-là? J'ai pris une grande inspiration. Ce soir, j'ai failli mourir. J'ai rapidement raconté l'histoire de l'élan, y compris sa taille, ses comportements de vengeance, et cette scène étrange où il s'est agenouillé devant le poirier noir. Il y a eu quelques secondes de silence de l'autre côté du fil. Xiaolin, ne t'inquiète pas. La voix de Monsieur Lee est devenue plus douce. Ces grands animaux ont un QI relativement élevé. Ils ont peut-être imité les humains. Les gestes que tu décris, comme s'agenouiller, ne sont probablement qu'une coïncidence. Coïncidence? J'ai souri ironiquement, Monsieur Lee. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant de venir? Il y a eu une dizaine de bûcherons qui sont morts. Monsieur Lee a ri nerveusement, Xiaolin. Un emploi à 30 000 par mois, c'est presque introuvable dehors. Si tout se passait bien, comment pourrais-je demander autant? Avec un salaire de 30 000, tu veux acheter ma vie? Je comprends ce que tu ressens. Boss Lee a soupiré, très bien alors. Étant donné que ta situation est un peu spéciale, je te donnerai 10 000 de plus chaque mois. Que dirais-tu de 40 000 par mois? 40 000, c'est de mauvais augure. Ajoutons 20 000, d'accord? Je te donnerai 60 000. Comme ça, travaille bien. L'entreprise ne te traitera pas mal. Bip bip bip, le téléphone a été raccroché. Je tenais le téléphone satellite, figé pendant un moment. Finalement, j'ai souri avec résignation, 60 000 semble un peu peu. Je devrais demander un peu plus. Le contrat est déjà signé. La pénalité de rupture est de 10 millions. Maintenant, il ne peut que tenter de maximiser ses intérêts. Gagner un peu plus d'argent pour mes sœurs. J'ai raccroché. Je me suis retourné pour regarder la fenêtre brisée. Tout le cadre de la fenêtre était tordu. Le verre était éparpillé partout. La brise fraîche d'été s'engouffre à l'extérieur. Ça rend la pièce bien fraîche. Demain, je dois trouver des planches pour réparer ça. Je murmure pour moi-même. Je prends un oreiller sur le lit. Je me retourne et me dirige vers la salle de bain. La salle de bain est très petite. Mais en ce moment, cet espace exigu me donne une étrange sensation de sécurité. Il n'y a pas de fenêtre. Juste une porte. Tant que je verrouille la porte. Au moins, je n'ai pas à m'inquiéter de quelque chose qui pourrait entrer par une fenêtre brisée. Au pire, ce serait par la porte. Ça revient à peu près au même. Je suis assis sur le couvercle des toilettes, tenant un coussin contre le mur, prêt à passer la nuit ici. Je me souviens soudain d'un moment où j'ai tué cet élan. 4 mots ont surgi dans mon esprit. Ça ressemblait à le petit quelque chose, grand quelque chose. J'ai déjà un peu oublié.
Je ne sais pas pourquoi. Ces choses me viennent à l'esprit. Ça sonne comme une sorte de classement. Pendant que je réfléchissais, mon regard a involontairement balayé le cadre de la porte de la salle de bain. Le haut du cadre de la porte montrait un coin de livre, couvert de poussière, comme s'il avait été oublié depuis longtemps. J'ai été un instant figé. Je me suis levé sur la pointe des pieds pour attraper ce truc. C'était un carnet. La couverture était recouverte d'une épaisse couche de poussière. On dirait qu'il était là depuis un bon moment. Je suppose que c'est quand l'élan a frappé la fenêtre. Ça l'a fait vibrer hors du cadre de la porte. J'ai passé ma main dessus, révélant une couverture rigide bleu foncé en dessous. J'ai ouvert le carnet. Sur la première page, il y avait quelques mots, personne, Durmu. L'écriture était un peu brouillonne, mais restait assez claire. J'ai continué à lire. Premier jour, infiltration réussie dans la société de la Grande Forêt. Devenir bûcheron. Pour enquêter sur les secrets derrière cette entreprise. Je dois m'infiltrer à l'intérieur. Aujourd'hui, le chauffeur m'a déposé à la cabane. L'environnement ici est encore plus isolé que je ne l'imaginais. Mais les installations sont complètes. Le vieux Tang a dit que le dernier bûcheron était mort. Il m'a conseillé de faire attention. Je sens qu'il y a un problème ici. Le troisième jour, j'ai confirmé que cet endroit est un domaine hanté. Mon lien avec mes proches est complètement réprimé. Je ne peux utiliser aucune de mes capacités. C'est comme si j'étais une personne ordinaire. Cette sensation est horrible. Depuis que je suis arrivé ici, je suis devenu un simple mortel, capable de créer des rumeurs étranges. Au moins de niveau destruction de ville. Qu'est-ce que la Grande Forêt essaie de cacher? Le 7e jour, j'ai commencé à abattre des poiriers noirs. Cet arbre est vraiment étrange. L'écorce est noire. Les feuilles sont rouges. Il y a un léger parfum de poire. Cette entreprise doit avoir une raison particulière d'avoir cet arbre. Mais je ne sais pas encore en quoi c'est spécial. Aujourd'hui, c'est le 10e jour. J'ai découvert un sanglier en soie glacée au fond de la forêt. Il est à genoux devant un arbre de poiriers noirs. Ses pattes avant sont pliées. Sa tête touche le sol. C'est exactement comme si un humain se prosternait. Il a de l'intelligence. C'est un rituel. Il est évident qu'il rend hommage à cet arbre. Après que le sanglier soit parti, j'ai coupé l'écorce de cet arbre de poiriers noirs. À l'intérieur, c'était noir. J'ai coupé un morceau noir. Et je l'ai ramené. J'ai essayé d'imiter ce rituel étrange. Mais je n'ai rien découvert. Au 15e jour, tous les animaux étranges de cette forêt se prosternent devant le poirier noir au moment de leur mort. Je ne sais pas ce qu'ils vénèrent. Mais ce comportement n'est clairement pas instinctif. C'est plutôt comme un rituel. Je suppose au départ que ce domaine étrange pourrait être constitué de ces poiriers noirs. Peut-être que c'est fait de ces poires noires et malveillantes. Ou peut-être que ces arbres font eux-mêmes partie d'une anomalie puissante. Le 20e jour, je suis mort. Aujourd'hui, j'ai rencontré un ours anormal dans la forêt. D'une taille incroyable. Mesurant au moins 4 mètres de haut. Il m'a attaqué. Ma jambe a été mordue. Je perds beaucoup de sang. J'ai tiré dans son œil avec mon fusil de chasse. Il s'est échappé. Mais je sais qu'il reviendra. J'ai de nouveau essayé de rendre hommage à la fleur noire au cœur noir. Cette fois, j'ai semblé ressentir quelque chose. Mais je ne peux pas l'expliquer. Si quelqu'un trouve ce carnet, merci de le ramener en ville. Et de le remettre au gouvernement. C'est très important pour nous. La Grande Forêt Compagnie semble avoir un plan très dangereux. Il faut absolument les arrêter. Le carnet s'arrête ici. Les pages suivantes ont été arrachées. Il ne reste que des bords déchirés. J'ai fermé le carnet. Pensif. Les désirs étranges des proches. Anomalie. Ces mots sonnent comme des éléments d'un roman. Ce ne serait pas un écrivain de web qui vient ici en tant que Job d'appoint, si? Qui écrit un journal sérieux, franchement? Je murmure pour moi-même. Mais je secoue rapidement la tête. D'abord, je dois m'occuper du corps du toupie demain. Sinon, l'odeur de sang attirera d'autres bêtes sauvages de la montagne. À ce moment-là, je serai encore plus en danger. Pour moi, quelque chose dans un carnet ne devrait pas me faire changer ma vision du monde. Ce serait trop irrationnel. Je préfère croire en mes 20 années d'expérience. Plutôt qu'en un carnet. Je mets le carnet de côté. Je prends un coussin et m'appuie contre le mur. La fatigue de mon corps a vite eu raison de mon anxiété. Mes paupières deviennent de plus en plus lourdes. Et je finis par m'endormir profondément dans la salle de bain. Le lendemain matin, je suis réveillé par le chant des oiseaux à l'extérieur. Je frotte mon cou endolori. Je sors de la salle de bain. La lumière du soleil passe à travers la fenêtre cassée et inonde la pièce. Cela apporte une petite chaleur. Je mange quelque chose de simple. Puis je prends mon fusil de chasse. Je fixe un couteau à ma ceinture. Je me dirige vers l'endroit vide d'hier soir. Je traverse la forêt dense. J'arrive sur ce toit vide. Le corps de l'élan est toujours là. Son énorme carcasse dégage une odeur de sang. Je ne vois pas de marque de morsure sur le corps. On dirait que les bêtes sauvages ne sont pas encore venues. Je pousse un soupir de soulagement. J'avais peur que d'autres animaux traînent le corps. Mais il semble que les animaux de cette forêt ne s'intéressent pas au corps de l'élan.
Ou peut-être qu'il n'ose pas s'en approcher. Je m'accroupis à côté du corps. Avec une taille aussi imposante. Il est impossible de le déplacer. Un chariot élévateur ne peut même pas entrer dans la forêt. Je vais couper un peu de viande à ramener. Le reste, je vais le brûler directement. J'ai pris ma décision. Garder le corps ne ferait qu'attirer des ennuis. Mieux vaut tout brûler proprement. Au moins, l'odeur de sang ne se répandra pas. Bien sûr, allumer un feu dans la forêt est risqué. Je prévois de creuser une bande de séparation avant de brûler. Comme ça, je n'ai plus à m'inquiéter pour le poste. J'ai sorti mon couteau de taille de ma ceinture. J'ai commencé à couper au niveau des côtes du gyroscope. La peau du gyroscope est très épaisse. Mais j'ai de la force. Et la lame est assez tranchante. Pas longtemps après, il a coupé un gros morceau de côte avec os. Ça pesait facilement plusieurs dizaines de kilos. De quoi tenir un moment. J'ai emballé la viande avec le plastique que j'avais sur moi. Je l'ai mise sur mon épaule. Ensuite, je suis retourné à la cabane chercher une pelle. Le travail qui suivait allait être plus difficile. Heureusement, l'élan était mort sur la clairière. Il n'y avait pas de branche au-dessus. Il suffisait de nettoyer le sol. J'ai enlevé ma veste. J'ai lancé la pelle et commencé à creuser. Le soleil est passé de l'est au-dessus de ma tête. Mes vêtements étaient trempés de sueur plusieurs fois. Enfin, après plusieurs heures de dur labeur, la tranchée était creusée. J'ai sorti mon briquet de ma poche. J'ai allumé quelques feux autour du corps de l'élan. Les flammes se sont rapidement répandues. Les poils et la graisse de l'élan sont devenus le meilleur combustible. Une épaisse fumée noire s'est élevée. L'air était imprégné de l'odeur de viande brûlée. J'ai apporté beaucoup de branches sèches et de réglisse. J'ai complètement recouvert le corps en dessous. Après avoir fait tout cela, je me suis éloigné. Je me suis reposé contre un poirier noir. Quelques heures plus tard, le feu commençait à diminuer. Attendre que les flammes s'éteignent complètement. Le corps de l'élan est devenu un tas de cendres et d'os carbonisés. Seules ces énormes cornes de cerf restent intactes, allongées dans les cendres. Je m'approche et me penche pour les ramasser. Les cornes sont lourdes, mais d'une texture solide. Les pointes sont exceptionnellement aiguisées. Peut-être que je pourrais en faire un couteau. Je regarde les cornes. En réfléchissant, ce genre de choses plaît généralement aux riches. Peut-être que je pourrais trouver une occasion de les vendre à la Hautang. Juste au moment où je m'apprête à partir, je me souviens soudainement du contenu de mon carnet. Durmu a dit que l'anomalie ici est liée à un type spécial de poirier noir. Le poirier noir à cœur noir. Celui devant lequel l'élan s'est agenouillé hier soir. Je me retourne et marche vers ce poirier noir. Il sort son couteau. Puis, avec force, il fait une entaille dans l'écorce. Au moment où la lame coupe l'écorce, un parfum intense de poire m'envahit. C'est bien un poirier noir à cœur noir. Je murmure que c'est mort glacé. Vénère justement ce poirier noir à cœur noir. Alors, la question se pose. Que sont-ils en train de faire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces arbres? Je fixe cette coupure noire. Un instant, je suis plongé dans mes pensées. Le vent souffle à travers la forêt. Les feuilles rouges bruissent doucement, comme si des voix chuchotaient à l'infini. Je ne comprends pas. Je range ma machette. Je prends les bois de serre sur mon épaule. Sans me retourner, je quitte cet espace dégagé. À l'entrée de l'université Jiangdu, à Jiangdu. C'est l'heure de pointe, les élèves affluent. Une fille habillée simplement se tient sous un platane au bord de la route. Regardant les voitures passer. Lin Chu porte des bottes blanches un peu décolorées, assorties à un jean bon marché. À ses pieds, une paire de baskets très usées. Mais même avec une tenue aussi simple, la beauté de la fille ne peut être cachée. C'est très délicat. Comme une œuvre d'art soigneusement sculptée par Dieu. Ses longs cheveux noirs sont attachés en une queue de cheval désinvolte. Quelques mèches tombent sur ses oreilles, ajoutant une touche de pureté à son charme. WC, c'est Lin Chu, la beauté du campus populaire. Sa beauté est incroyable, Zézé est juste trop hautain. Les jeunes hommes qui la courtisent pourraient former une équipe de football. Elle n'en considère aucun, elle a des principes, c'est bien. Contrairement à vous, qui vous prosternez devant les riches. Les murmures autour de moi allaient et venaient. Il y avait des voix admiratives. D'autres étaient jalouses. Et certaines exprimaient du mépris. Mais Lin Chu ne se souciait absolument pas de ses regards et de ses chuchotements. Il tenait simplement son sac à dos en silence. De temps en temps, il jetait un œil alors sur son téléphone. Son sac à dos était très vieux. Les coins étaient usés. Mais il en prenait bien soin. Pas une seule tache. Sur le sac, il y avait 3 petits personnages brodés de manière un peu bancale. Un grand garçon. 2 petites filles. Juste à ce moment-là, un rugissement de moteur s'est fait entendre, s'éloignant puis se rapprochant. Une Ferrari rouge vif arrivait à toute vitesse de loin. Elle a drifté avec élégance au coin de l'école. Elle s'est arrêtée avec assurance devant Lin Chu. Tout le monde autour a immédiatement commencé à s'agiter. La Ferrari 488 doit coûter plus de 3 millions, non? Encore un de ses fils à papa qui vient faire le beau. Alors, c'est quel petit riche qui vient encore faire des courbettes? J'ai hâte de voir comment Lin Chu va le rejeter. Ah, j'adore ce genre de scène où on remet à sa place les fils à papa.
Mais à la seconde suivante, tout le monde était sous le choc en voyant Lin-Chu s'approcher de la voiture. Elle a ouvert la porte du passager et s'est installée à l'intérieur. L'entrée de l'école est devenue silencieuse pendant une seconde. Puis, ça a explosé. Je suis monté dans la voiture de Lin-Chu. Non, c'est pas possible, non. La déesse a été conquise. C'est fini, c'est fini. Encore un de ceux corrompus par l'argent. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Merde. Que font les riches dans les bars, à part jouer avec des corbeaux? Pourquoi viennent-ils pour nous pourrir la vie avec leurs blagues? Les gars, j'ai craqué. Les cris des garçons résonnent partout. Quelques fils à papa qui ont déjà couru après Lin-Chu. Ils ont tous l'air incrédules. Ils envoient tous leurs petits frères enquêter. Qui a cette taille incroyable? Les filles sortent rapidement leur téléphone. Elles commencent à envoyer des messages frénétiquement dans tous les groupes. Choquées que la beauté populaire Lin-Chu soit montée dans une Ferrari. Lin-Chu est tombée amoureuse. Son partenaire conduit une Ferrari. La première rumeur de l'université de Jiangdu, Lin-Chu est prise par un riche. Et Lin-Chu n'a absolument aucune idée de ce qui se passe dehors. Le monde est déjà en émoi. Il est assis prudemment à côté du conducteur, serrant son sac à dos. Un peu nerveux. Les sièges en cuir de la voiture dégagent un léger parfum. Les différents boutons sur le tableau de bord le rendent étourdi. L'intérieur de cette voiture doit coûter plus cher que son budget de vie d'un an. Ne t'inquiète pas. Une voix froide résonne à mes oreilles. Au volant, une fille aux cheveux bleus et aux lunettes de soleil. On dirait qu'elle a un peu plus de 20 ans. Elle a une allure plutôt déprimée. Elle enlève ses lunettes de soleil, révélant une paire d'yeux couleur ambre, avec une petite tache de beauté au coin de l'œil. Elle sourit légèrement et dit « Je m'appelle Liu 11. Je suis la vice-capitaine des veilleurs de Jiangdu. Bienvenue parmi les veilleurs, Lin-Chu ». Le moteur rugit. La Ferrari démarre lentement. Elle quitte l'école sous les regards complexes des autres. « Salut, Liu 11J. Je m'appelle Lin-Chu. Ne m'appelle pas J, dit Liu 11 en riant, appelle-moi juste Liu 11. J'ai seulement 23 ans cette année. Je ne suis pas beaucoup plus âgé que toi. » Elle manœuvre habilement le volant. La Ferrari slalom avec agilité dans la circulation. Comme un calamar rouge. Oui, merci Liu 11J. Liu 11 est sans voix. Lin-Chu se reprend rapidement. Puis, après réflexion, demande, dis-moi, Liu 11. Puis-je te demander, quel est exactement mon travail? C'est très simple, faire un massacre. Protéger les gens ordinaires. Liu 11 conduisait en disant qu'il t'avait trouvé hier. C'est parce que nous avons détecté une fluctuation de morts anormale. Toutes les morts anormales libèrent une énergie spéciale. Nous avons des équipements spécialisés pour les détecter. Ensuite, nous t'avons suivi. Nous avons découvert que tu avais tué ce miroir démon. Et tu as absorbé sa puissance. Tu es devenu son maître. Lin-Chu écoutait, un peu perdu. Qu'est-ce que ça veut dire, maître? Liu 11 a souri. Il a expliqué patiemment. Un maître est quelqu'un qui a des subordonnés. Les subordonnés sont les monstres que tu as tués. Après leur mort, leur pouvoir est absorbé par celui qui les a tués. Ainsi, ils deviennent les subordonnés de cette personne. Tu es maintenant son maître. Tu peux l'invoquer pour t'aider à combattre. Ou utiliser directement ses capacités. Mais pour l'instant, tu ne le maîtrises pas encore complètement. Il devrait être difficile à contrôler. Lin-Chu hocha la tête. En repensant à ce qui s'est passé hier. L'anniversaire de ma petite sœur Lin-Kui approche. Il a économisé son argent de poche pendant 3 mois. Il a enfin réussi à rassembler l'argent. Pour acheter un cadeau à sa sœur. Une robe à laquelle il pense depuis longtemps. Il est allé au centre commercial. Dans le miroir de la cabine d'essayage. Il a vu ce type en noir entrer. Liu 11 a hoché la tête. Xiao 11e et Lin-Chu ont également hoché la tête. Puis il a demandé à Liu 11. Ils ont beaucoup d'anomalies, n'est-ce pas? Beaucoup? L'expression de Liu 11 est devenue plus sérieuse. Et ça ne fait qu'augmenter. Il y a 3 ans, le nombre d'anomalies en Huaxia était encore faible. Mais ces 3 dernières années, la fréquence des anomalies a augmenté. Leur nombre a également augmenté. Et le niveau des anomalies continue d'augmenter. Il a marqué une pause. Il a continué en disant, au fait. Je vais te parler des niveaux d'anomalies. Le niveau le plus faible, c'est celui que Xiao 11e a tué, le fantôme puissant. Ils ont généralement des faiblesses mortelles. Tant que l'on trouve la faiblesse. Une personne ordinaire peut les tuer. Au-dessus de Xiao 11e, il y a le niveau faible. À ce niveau, les anomalies n'ont plus de faiblesses évidentes. Il est très difficile pour une personne ordinaire de les gérer. Sur Internet, les grands démons et les petits démons sont très terrifiants. Et sur Internet, l'expression de Liu 11 est devenue grave. Sur Internet, c'est au niveau de l'anéantissement de la ville. Comme son nom l'indique. Avoir le pouvoir de détruire une ville. Au-dessus du niveau de destruction d'une ville, il y a celui d'une province. Ce niveau d'anomalie peut anéantir une province. Jusqu'à présent, cela s'est produit 2 fois en Chine. Dans les 2 cas, cela a nécessité d'énormes ressources humaines et matérielles. Pour à peine contenir la situation. Au-dessus du niveau de destruction d'une province, il y a celui d'un pays. Pour être honnête, je n'ai jamais vu une anomalie de ce niveau. J'ai entendu dire qu'il y en avait eu une à l'étranger.
qui a failli faire s'effondrer toute l'Europe. Quant au niveau ultime de destruction, cela dépasse déjà la compréhension humaine. Une fois que cela se produit, la civilisation humaine pourrait être en danger. Le visage de Linchuting était devenu pâle. Et si cela se produisait vraiment, que devrions-nous faire? Prions, le directeur du jeu a eu peur. Prions pour qu'il n'apparaisse pas. Ou prions pour que quelqu'un puisse l'arrêter. Lin-Chu hocha la tête. Puis resta silencieux un moment. Prenant son courage à deux mains, il demanda à Liu Shu. Je voudrais savoir quel est le salaire. En disant cela, son visage devint rouge. Il se sentait un peu gêné, mais il n'avait pas le choix. Il devait demander clairement. Son frère gagne trop difficilement sa vie tout seul. Il voulait aider son frère à alléger un peu le fardeau. Liu Onze fut un instant surpris, puis éclata de rire. Ah, tu es plutôt réaliste. Après avoir été promu à l'école primaire, un salaire de 10 000 par mois. Bien que le salaire ne soit pas énorme, les autres avantages sont au top. Assurance sociale et retraite entièrement financée. Congés payés et triple salaire pendant les jours fériés. De plus, les veilleurs ont leur propre système de santé. Les soins médicaux sont entièrement gratuits. Peu importe la gravité des blessures, tout peut être soigné. Le plus important, c'est que ta famille sera également protégée par les veilleurs, bénéficiant des avantages médicaux. Les yeux de Lin-Chu s'illuminent. Il commence à réfléchir rapidement. 10 000 par mois. Ça fait 120 000 par an. Enfin, il peut contribuer un peu à la famille. Son frère est trop fatigué tout seul. Il ne sait même pas où il travaille maintenant. En pensant à ça, Lin-Chu ressent un peu de douleur. Au départ, j'avais de très bonnes notes. Je peux entrer dans une grande université. Mais j'ai abandonné le lycée. Je suis allé travailler pour gagner de l'argent afin de payer ses études à lui et à sa sœur. J'ai fait beaucoup de boulot. Porteur des corps dans un crématorium. Dormir dans des maisons hantées. Récupérer des corps dans le fleuve jaune. Ce sont tous des travaux dangereux que personne ne veut faire. Mais je ne me plains jamais. À chaque fois que je les appelle, je dis que je vais bien. Pour qu'il puisse bien étudier avec sa sœur. Ne vous inquiétez pas. En pensant à cela, les larmes de Lin-Chu sont presque tombées. Il n'a enfin plus besoin de se sentir si impuissant. La 8e fleur de poirier noir, incroyablement dure. Quand la nuit tombe, il reste encore une dernière touche. De crépuscule orange au ciel. Je viens de baisser la fenêtre de la chambre. J'ai fixé avec un pain de beauté que j'ai coupé. Enfin, il n'y a plus de courant d'air. J'ai essuyé la sueur de mon front. J'ai bougé un peu mes épaules douloureuses. Après avoir travaillé toute l'après-midi, mon ventre a commencé à grogner de façon désagréable. Je me suis approché du réfrigérateur. J'ai ouvert la porte. J'ai pris un morceau de viande d'élan enveloppé dans du film plastique du bas. La viande a été découpée aujourd'hui sur le corps d'un élan. Il l'a coupé en plusieurs morceaux de la taille d'un poing. Sur la chair d'un rouge vif se dessine un marbrage uniforme. J'ai lavé la viande, puis je l'ai tranchée finement. Ensuite, je l'ai mise dans la poêle. Il n'a pas ajouté trop d'assaisonnement. Alors il a juste saupoudré un peu de sel. Il a versé un peu d'eau. Et c'est tout, ça a commencé à mijoter simplement. Rapidement, un parfum de viande riche s'est échappé de la poêle. Ce parfum est différent de celui du bœuf ordinaire. Ou de la viande de cerf. Il est plus profond. Et rien qu'en le sentant, ça donne envie de manger. J'ai pris une tranche de viande cuite avec des baguettes. Je l'ai soufflée et mise dans ma bouche. La texture de la viande est épaisse. Et en mordant, il y a une certaine mâche spéciale. Mais ce n'est pas comme le bœuf qui reste coincé entre les dents. Au contraire, plus je mâche, plus c'est savoureux. De plus, après avoir avalé cette viande, je sens une chaleur qui commence à se répandre de mon ventre à tout mon corps. Cette sensation est comme celle de boire un bol de soupe chaude en hiver. Ou de prendre un bain chaud. Toute la fatigue de mon corps disparaît en un instant, sans laisser de traces. La douleur accumulée dans mes muscles, due à la fixation des fenêtres, s'est évaporée instantanément. Ce qui a pris sa place, c'est une sensation de légèreté pleine de vitalité. Une ambiance détendue et vivante. Cette viande a du punch. Je l'ai complimentée. Si j'avais su, j'aurais coupé un peu plus. Quel regret. Je me demande s'il y a d'autres élans dans cette montagne. Peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Mieux vaut ne pas les provoquer. Rien que d'imaginer l'élan que j'ai abattu après tant de tirs, ça me fait froid dans le dos. Je ressens une vague de peur. Après le repas, j'ai rapidement rangé les couverts. J'ai nettoyé la cuisine. Puis je suis allé dans la chambre. Le fusil de chasse était posé sur la table de nuit. Je me suis allongé sur le lit. J'ai regardé un moment la fenêtre réparée. Je réfléchissais à mes plans pour demain. Demain, je commence enfin à couper des arbres. Ça fait 2 jours que je n'ai même pas touché à la scie. 10 arbres par mois. En moyenne un tous les 3 jours. Demain, il faut absolument que je coupe au moins un arbre pour m'entraîner. En y pensant, mes paupières devenaient de plus en plus lourdes. Je suis vite tombé dans le sommeil. J'ai dormi profondément. Peut-être à cause de la viande d'élan que j'ai mangée. Ou peut-être que j'étais trop fatigué hier. Je n'ai même pas rêvé. Je me suis endormi jusqu'à l'aube. Le lendemain matin,
Je me suis réveillé au chant des oiseaux dehors. La lumière du soleil filtrait à travers les fissures des planches. Elle projetait des colonnes de lumière dorée sur le sol. Je me suis levé et me suis rapidement lavé. J'ai puisé un seau d'eau du puits. J'ai lavé mon visage avec de l'eau froide. J'étais déjà bien plus réveillé. Après avoir pris mon petit déjeuner, j'ai pris mon fusil de chasse sur le dos. J'ai accroché un couteau à ma ceinture. Ensuite, j'ai sorti la tronçonneuse de l'entrepôt. J'ai fait une vérification. Une fois que j'ai confirmé qu'il n'y avait pas de problème, j'ai porté la tronçonneuse en direction de la colline des Poiriers Noirs. La forêt du matin était très calme. On n'entendait que le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les feuilles. La rosée au sol n'était pas encore sèche. En marchant, c'était tout humide sous mes pieds. Rapidement, mes jambes et mes chaussures étaient mouillées. Environ 20 minutes plus tard, je suis arrivé aux Poiriers Noirs. Le soleil filtrait à travers le feuillage. Les feuilles rouges brillaient comme des flammes en feu. Une légère odeur de poire flottait dans les airs. C'était très agréable à sentir. Je suis arrivé devant l'arbre que j'avais marqué avant-hier. C'est un poirier noir de taille moyenne. Le tronc fait environ 40 cm de diamètre. Sa hauteur est d'environ 20 mètres à vue d'œil. J'ai posé la tronçonneuse au sol. J'ai d'abord vérifié le réservoir d'huile et la chaîne. Ça devrait aller. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis penché pour saisir le manche de la tronçonneuse. Je me suis penché pour saisir le manche de la scie. Tire sur la corde de démarrage avec force. La tronçonneuse émet un grondement sourd. Mes bras vibrent légèrement, engourdis. Il ajuste sa position. Saisit fermement la tronçonneuse. Puis, il approche lentement la lame du tronc. Mais au moment où la lame touche l'écorce, des étincelles dorées jaillissent immédiatement. Un bruit de frottement perçant retentit. La chaîne de la tronçonneuse frotte violemment contre l'écorce. Des étincelles volent. Je lâche rapidement l'accélérateur. Le grondement de la tronçonneuse diminue. Il s'approche pour examiner le tronc. Il ne reste qu'une légère éraflure. Juste une couche d'écorce coupée. C'est si dur que je fronce les sourcils, incrédule. Il n'a jamais vu un bois aussi dur. Même du bois de fer. Du bois de rose, ces bois durs ne devraient pas être si durs. Je ne me laisse pas décourager et j'essaie encore quelques fois. L'accélérateur de sa tronçonneuse fait tourner la chaîne plus vite. Puis, il appuie fermement la lame contre le tronc. Le bruit de frottement perçant se fait à nouveau entendre. Des étincelles fusent. La chaîne de la tronçonneuse, sous cette friction intense, se casse avec un bruit sec. Je regarde la tronçonneuse hors d'usage, les sourcils froncés. Pas étonnant que l'huile dans l'entrepôt n'ait pas beaucoup servi. C'est vrai que cette tronçonneuse ne peut pas du tout couper le poirier noir. Je repense encore à ce gyroscope coincé. Une taille si imposante. Une force d'impact si puissante. Tout est coincé solidement entre les branches de 2 poiriers noirs. Impossible de bouger. En y repensant maintenant, la dureté de cet arbre n'est effectivement pas comparable à celle d'un bois ordinaire. Comment le dernier bûcheron a-t-il pu le couper? Je tiens la tronçonneuse hors d'usage et me dirige vers le chalet. En venant ici, sur la parcelle devant le chalet, il y avait encore des dizaines de morceaux de poiriers noirs déjà coupés. Sur le bois, un bûcheron peut abattre autant de poiriers noirs. Il doit sûrement avoir des outils spéciaux. Je jette la tronçonneuse cassée à l'entrée du hangar et commence à fouiller soigneusement autour du chalet. D'abord, j'ai fouillé dans le hangar. À part quelques haches et machettes ordinaires, je n'ai rien trouvé de spécial. Ces haches et machettes sont toutes basiques. Les bords sont émoussés. Il est donc impossible de couper le poirier noir. Je sors du hangar et fais le tour de la cour. Il a retourné quelques objets en désordre empilés dans un coin. Il soulève un vieux tissu qui traîne par terre. Même le tas de bois a été fouillé. Enfin, sous un tas de bric-à-brac au bord du puits, j'ai aperçu une couleur différente. En dégageant les objets du dessus, une hache jaune est apparue devant lui. Le manche et la tête de la hache sont en bois. On dirait du bois de poirier noir. Une hache en bois. Ne serait-ce pas celle qui a servi à couper? Je réfléchis. Il prend la hache et retourne dans la forêt de poirier noir. Mon monde? C'est intéressant. Je serre fermement le manche. Je me mets en position. Puis je lève la hache bien haut. La hache trace une arc dans l'air. Accompagnée d'un sifflement du vent, elle frappe violemment le tronc. J'entends un son clair et net. Je frappe avec force. Étonnamment, une entaille apparaît vraiment sur le tronc. Bien que ce ne soit pas profond. Au moins, ça a pénétré. Incroyable, je suis un peu surpris. Un arbre que même une tronçonneuse ne peut pas couper a vraiment été affecté par cette hache en bois. Ce poirier noir est vraiment étrange. Qu'est-ce que c'est? Combattre le poison avec du poison. Combattre la colère avec une tombe. J'ai esquissé un sourire. Je reprends ma hache et je continue à frapper, frapper, frapper. Je me suis mis en position pour attraper les vêtements. Chaque coup peut enfoncer la hache d'1 ou 2 centimètres. J'ai coupé pendant environ une demi-heure. La sueur a commencé à perler sur mon front. Je me suis arrêté pour faire une pause. Le tronc a déjà une belle entaille. À ce rythme, je devrais pouvoir abattre un arbre aujourd'hui. Il s'est essuyé le front. Il se préparait à continuer. Soudain, un bruit a retenti au-dessus de ma tête. Juste après, j'ai glissé devant moi.
J'ai failli tomber par terre. Je me suis exclamé. J'ai levé la tête rapidement. Je vois un écureuil. Il se tenait sur une branche pas très loin. Ses petits yeux noirs me fixaient intensément. Cet écureuil était plus gros qu'un écureuil ordinaire. Son pelage était d'un brun rougeâtre. Sa queue était grande et duveteuse. Sous le soleil, elle ressemblait à une flamme. Dans ses griffes, il tenait un pignon de la taille d'un poing. On aurait dit qu'il était très dur. J'ai croisé le regard de l'écureuil pendant une seconde. La seconde d'après, l'écureuil a levé sa patte brusquement. Le pignon a été lancé vers ma tête. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir davantage. Je n'avais pas le temps de réfléchir davantage. Je me suis instinctivement écarté sur le côté. Les pignes sont tombées sur le tronc derrière moi, émettant un bruit de rêve. J'ai touché ma tête. Une goutte de sang sur ma main. Tu réponds? J'ai saisi le fusil à côté. J'ai levé la main et tiré. Le coup de feu a résonné dans la forêt, faisant s'envoler un nuage d'oiseaux. Mais l'écureuil a réagi rapidement. Au moment où je prenais mon arme, il avait déjà disparu comme une flèche. Je fixais la direction où l'écureuil avait fui. Les sourcils froncés. Cet écureuil semblait vouloir m'empêcher de couper des arbres. On dirait que dans cette forêt, il n'y a pas que les élans qui sont devenus malins. Même les écureuils ont pris de l'intelligence. Cette bête n'est sûrement pas loin. Elle doit se cacher quelque part et m'observer. D'abord, je coupe des arbres, alors je pose le fusil. Je prends la hache et je continue à couper. Cependant, peu de temps après, un bruit est de nouveau venu de ma tête. Cet même écureuil est réapparu. Il se tenait sur une autre branche et m'a bombardé sans relâche. Des pignes de la taille d'un poing étaient lancées du haut, tombant sur moi, me laissant des bleus. J'ai grincé des dents de douleur. En colère, j'ai lâché la hache. Je prends mon fusil et je tire sur l'écureuil, c'est un véritable carnage. Les coups de feu résonnent sans cesse dans la forêt. Mais l'écureuil est trop agile. Il saute sans arrêt d'un arbre à l'autre. J'ai tiré 5 ou 6 fois. Je n'ai pas réussi à le toucher une seule fois. Putain, il a esquivé de justesse. Je me force à me calmer, je ne peux pas tirer n'importe comment. Je n'ai pas trouvé comment anticiper son chemin. Je prends une grande inspiration. Mes yeux sont rivés sur l'écureuil. J'attends. J'attends que l'écureuil saute à un autre endroit. L'écureuil émet 2 petits cris. Il se penche derrière une branche. Avec une pomme de pin dans ses griffes, il me la lance. En même temps, il saute vers un autre arbre. C'est le moment. Au moment où le coup de feu retentit. L'écureuil sort juste à ce moment-là. Son corps est en l'air, sans échappatoire. Il ne peut pas se dérober. Ouch! La balle frappe précisément la base de sa queue. L'écureuil pousse un cri perçant. Sa queue, grande et touffue, est sectionnée par la balle. Du sang gicle et tombe du ciel. Elle tombe au sol en se débattant encore. L'écureuil, ayant perdu sa queue. L'équilibre a été brisé en un instant. Il a fait quelques apparitions sur la branche. Il a failli tomber. Il a enfin réussi à agripper la branche pour stabiliser son corps. S'il essaie de s'enfuir, je vais tirer. Je me prépare à tirer. Mais le désir de survie de l'écureuil est très fort. Il ne se soucie pas de la douleur. Il s'enfuit à toute vitesse dans les profondeurs de la forêt. Après avoir perdu sa queue, ses mouvements sont devenus beaucoup plus maladroits. Il saute en titubant entre les arbres. À chaque saut, il laisse une traînée de sang. Je tiens mon arme et cours quelques pas derrière lui. Mais l'écureuil court trop vite. Il disparaît rapidement dans le feuillage dense. Je lâche mon arme, un peu frustré. Ces bêtes n'oublient pas. Si je ne l'élimine pas, il reviendra sûrement me causer des ennuis. Le dernier élan en est un exemple vivant. Je ne veux pas revivre une telle situation dangereuse. Il faut que je le rattrape et que je m'en débarrasse. Je suis les traces de sang sur le sol. Heureusement, les traces de sang sont encore assez visibles. Elles serpentent vers les profondeurs de la forêt. Je progresse rapidement le long des traces de sang, tout en observant prudemment les environs. Dans cette forêt, je ne sais pas quel autre danger pourrait se cacher ici. Je ne savais pas quel danger pouvait encore se cacher. Il ne veut pas tomber sur une bête sauvage en poursuivant un écureuil. Il a couru pendant une dizaine de minutes. Je suis arrivé dans une forêt de pins majestueux. Les arbres ici sont plus grands que ceux de la forêt de poiriers noirs. Ils sont encore plus denses. Les cimes des arbres cachent presque tout le soleil. Le sol est plongé dans l'obscurité. Je m'arrête. Je lève mon arme et avance prudemment. Les traces de sang au sol deviennent plus nombreuses ici. On dirait que l'écureuil a perdu beaucoup de sang. Il ne doit pas être loin. En effet, je ne suis pas allé très loin. Je vois l'écureuil. Il a sauté sur un énorme pin majestueux. Il y a un grand trou dans le tronc de cet arbre. Le diamètre fait au moins 30 cm. Cela doit être la maison de l'écureuil. Je note l'emplacement ici. Puis je fais demi-tour et je cours en arrière. Je cours à toute vitesse vers la cabane. Il sort une autre tronçonneuse de l'entrepôt. Puis il s'enfonce à nouveau dans la montagne. Arrivé devant le pin majestueux, je suis déjà essoufflé. Mais il ne se soucie pas de son entraînement. Il tire immédiatement sur la corde du trou. Le rugissement de la tronçonneuse retentit dans la forêt. Des cris pressés d'écureuil résonnent dans le trou de l'arbre. Des cris pressés de l'écureuil résonnaient dans le trou de l'arbre. Ça sonne comme un grand désarroi. Je laisse échapper un rire amer.
Je place la lame de la scie sur le tronc. C'est complètement différent de la fleur de poirier noir. Le tronc de ce pin est aussi tendre que du tofu. La tronçonneuse s'enfonce facilement. Des copeaux de bois volent partout. Je fais le tour du tronc. Je me rapproche du côté du trou. J'ai découpé un énorme morceau. Quelques minutes plus tard. Craquement, le pin commence à pencher. La cime de l'arbre émet un bruit de surcharge. L'écureuil dans le trou a senti le danger. Juste avant que l'arbre ne tombe. L'écureuil a jailli du trou. Il a sauté sur l'arbre voisin pour s'enfuir. Je lâche la tronçonneuse. Je saisis mon fusil et tire. Bang, je tire à vide. L'écureuil est trop rapide. De plus, il est petit. Cela rend difficile de le toucher. En un bond, il disparaît dans la forêt dense, ne laissant qu'une traînée de sang. Boum, le pin s'effondre avec fracas. Il écrase une grande partie des buissons. Un bruit énorme retentit. Je reste là, regardant la direction où l'écureuil a disparu. Les sourcils froncés. J'ai déjà une vendetta contre cet écureuil. Mais je n'ai pas réussi à régler complètement ses problèmes. Je soupirai. Mais en y repensant, je n'ai pas si peur d'un simple écureuil. Même s'il est intelligent, ce n'est qu'un écureuil. Rien à voir avec un élan qui pourrait me tuer en un instant. Tant qu'il ne peut pas se tuer lui-même. Je peux le tuer. Et en plus, il est gravement blessé maintenant. Il ne devrait pas oser revenir me chercher des ennuis de sitôt. Quand il sera rétabli. S'il a encore le courage de revenir. La prochaine fois, ce ne sera pas sa queue qui tombera. Je jetai un coup d'œil à l'épinette tombée. Puis je regardai le ciel. Le soleil était déjà couché. Une lueur orangée apparaissait à l'horizon. Après avoir bataillé toute l'après-midi. Aujourd'hui, je ne finirai pas de couper cette poire noire. Tant pis, je reviendrai demain. Je pris la tronçonneuse et le fusil. Je me retournai et marchai vers la cabane. L'écureuil traînait son corps meurtri à travers les bois. Un homme de bien se venge. Disant, ce n'est pas trop tard. Attends un peu, humain. Quand je construirai ma puissance, je reviendrai te déchirer en morceaux. Après avoir quitté cette forêt, son corps a commencé à gonfler. Un corps qui n'était à l'origine que de la taille d'une main, a rapidement atteint la taille d'un adulte en quelques secondes. Son pelage brun roux est devenu encore plus dense. Les muscles ont explosé sous la peau. Ses membres sont devenus robustes et puissants. Chaque muscle contenait une force explosive. Seule la queue brisée. Ne restait qu'un moignon ensanglanté. Comme une marque de honte. Comme une marque de honte.